Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc Jean-Luc Mélenchon dénonce la vieille gauche qui a refusé tout accord dans le cadre des sénatoriales. 0 élu donc hier. LFI aux élections sénatoriales. Le PS, les communistes et les écologistes se sont entendus, mais sans les insoumis. Est-ce l'échec de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, Philippe ? Oui, est-ce que c'est l'échec de la stratégie du clash permanent ? Est-ce que la NUPES est en état de mort cérébrale, comme l'a dit dans ce studio la semaine dernière Aurélien Taché, député NUPES ? Ou est-ce que ce sont les autres partis de gauche qui sont responsables de l'échec de LFI, comme le dit Mathilde Panot? On attend vos réactions au 0826 300 300. Et on en parlera avec Jean Garrigue qui est avec nous dans quelques instants. Philippe Bilger, forcément, là, le torchon brûle définitivement quand même. Oui, alors d'abord Cécile, et ça n'est pas une surprise pour nos auditeurs, je ne suis pas malheureux à l'idée qu'LFI n'ait pas eu de sénateur. Deuxième élément, et là, j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon joue un double jeu assez pervers. En définitive, il reproche à ses alliés, entre guillemets, de la NUPES, de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'union, mais en même temps, sa personnalité, sa psychologie, ses outrances, son désir de dominer seul rendent impossible l'unité qu'il prétend souhaiter. Donc je crois que là, il y a un vrai problème et la NUPES risque bientôt de se briser définitivement à partir notamment de cette personnalité très singulière et autarcique de Jean-Luc Mélenchon. François de Rugy. Déjà, il y a un clin d'œil de l'histoire à ce que le parti de Jean-Luc Mélenchon n'ait aucun sénateur, alors que lui-même a longtemps été sénateur, parce qu'il a été près de 19 ans, sur plusieurs mandats. Il a même été à l'époque un des plus jeunes sénateurs. Oui, il fallait 35 ans. Oui, parce qu'il fallait 35 ans minimum pour être candidat au Sénat, et lui avait été élu jeune sénateur socialiste, et il est resté très longtemps au Sénat avant de devenir député européen, puis député à l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai qu'on voit bien l'évolution aussi à travers ça, de Jean-Luc Mélenchon et de son parti. Alors qu'au départ, il était un pur produit du Parti socialiste, élu local, sénateur, puis ministre, etc. Ensuite, il a rompu avec tout ça. Et donc, la France Insoumise est un parti qui n'a quasiment pas d'élus locaux. Qui n'a quasiment pas de maire, quasiment pas de conseillers municipaux, d'adjoints au maire, etc. Donc évidemment, ensuite, pas de sénateurs, puisque celles et ceux qui élisent, qui étaient les grands électeurs hier pour les élections sénatoriales, ce sont les élus municipaux à 95%, comme le rappelait Benoît Perrin tout à l'heure. Donc c'est assez logique. Après, là où il y a aussi quelque chose de logique, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il se plaint que ses alliés n'aient pas voulu lui faire un peu de place pour ses amis de la France Insoumise au Sénat, alors que lui-même passe son temps à taper sur ses alliés. Alors, plus globalement, et là je considère que c'est pas simplement la question de Jean-Luc Mélenchon, c'est la question de la gauche française et des partis de gauche française, PS, PC, les Verts et la France Insoumise. Est-ce qu'ils ont encore un avenir ensemble ? Est-ce qu'ils ont encore vocation à faire cette alliance électorale NUPES alors qu'ils sont en désaccord sur beaucoup de sujets de fond ? Et notre... on n'a pas eu le mot de Benoît Perrin pour le tour. Une phrase. Bon, d'abord, il est mauvais perdant, mais je pense que ça surprendra relativement peu d'auditeurs. Deuxièmement, c'est jamais de sa faute quand il perd. Comme beaucoup. Comme beaucoup, vous avez raison, mais alors lui, c'est jamais de sa faute. Ouais. Et troisièmement, je pense qu'il fait preuve de naïveté, mon avis, un peu surjoué, parce qu'on sait très bien que le Sénat, c'est une des dernières institutions en France qui permet aux partis traditionnels de survivre. Donc il n'y avait aucune raison que la gauche fasse alliance avec lui, puisque le Sénat étant l'incarnation des territoires où le Parti républicain et les socialistes ont encore du pouvoir puisqu'ils sont aux manettes dans ces régions-là, il n'y avait aucune raison que ces partis-là lui laissent de la place. Et Jean Garrigue est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Historien et président du comité d'histoire parlementaire et auteur du livre à sortir dans quelques jours, Nos jours heureux aux éditions Payot. À cette question, Jean Garrigue, est-ce que finalement, 0 candidat à LFI aux sénatoriales, est-ce que c'est l'échec de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon ? C'est plus que ça, et d'ailleurs vos invités ont déjà tout. D'abord, la personnalité hégémonique de Jean-Luc Mélenchon, ça ne marche pas. L'union de la gauche ne s'est jamais faite dans l'hégémonie, elle s'est faite dans la stratégie, dans la prise de pouvoir. C'est ce qu'avait réussi à faire François Mitterrand. Léon Blum, sous le Front populaire, c'était une autre stratégie qui avait aussi fonctionné. Mais là, ça ne fonctionne pas. Et puis, ce qui a été mis en avant, c'est qu'il n'y a pas d'enracinement local.
de LFI, c'est quelque chose qui est très 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 important notamment pour les élections sénatoriales, mais pour l'avenir de la France insoumise. Ils n'ont pas réussi en tant que parti protestataire à, je dirais, s'installer comme l'avait fait par exemple le Parti communiste à partir des années 30. Il faut se souvenir, dans les années 30, le Parti communiste, il avait à peu près la même réputation, voire pire que la France insoumise. Mais il a réussi peu à peu à s'installer dans les banlieues, ce qu'on appelle les banlieues rouges. Il a réussi à avoir un réseau local, d'avoir des élus territoriaux qui, on les voit maintenant aujourd'hui, et ça explique aussi d'ailleurs la stratégie de Fabien Roussel. Donc il y a tout ça qui ne va pas avec la France insoumise. Et puis de toute façon, ce que montre aussi l'histoire, c'est que quand la gauche a gagné, elle a toujours gagné autour de la social-démocratie. Gagner autour finalement de la, j'allais dire de la droite, de la gauche, c'est-à-dire de la gauche raisonnable, pragmatique, gouvernementale. Elle ne peut pas gagner autour d'un candidat qui est en permanence dans la stratégie de conflictualité, dans la surenchère, dans la radicalité. Donc tout ça, tous ces éléments font que effectivement la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, je veux dire ponctuellement, c'est évidemment un échec en ce moment, mais c'était de toute manière, à mon sens, échec. C'était bien pour, à un moment donné, redonner du souffle à la gauche en 2022, mais aujourd'hui, je pense qu'on voit bien les limites, si vous voulez, d'une stratégie de ce type. Mais on a l'impression que finalement, Jean-Luc Mélenchon avait manipulé tout le monde, mais finalement, on se rend compte que c'est presque le PS qui a manipulé Jean-Luc Mélenchon, parce qu'eux ressortent grandis. Si vous permettez, Cécile, vous avez eu la gentillesse de parler du livre à apparaître de Jean Garrigue, Nos jours heureux, puis je lui demandais, avant d'aborder plus rapidement le fond du propos, c'est une nostalgie, Jean, ou bien vous allez sur les pistes de Fabien Roussel? Plus sérieusement, Jean, est-ce que le fait que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon montre à quel point elle crée des échecs, même s'il était inévitable pour le Sénat, est-ce que ça ne risque pas de créer au sein de LFI la montée d'une résistance vraiment de plus en plus forte pour une éventuelle nouvelle candidature de sa part? Ah mais je le crois, et on voit bien d'ailleurs, on a vu que dans la polémique créée par Sophia Chikirou sur l'analogie entre Fabien Roussel et Jacques Doriot, qui était absurde d'ailleurs, historiquement et à tout point de vue, on a vu par exemple que Clémentine Autain distance, et on voit que depuis longtemps François Ruffin prend ses distances. Enfin, ils sont assez nombreux à contester l'autorité du conducteur de la France insoumise. Là, c'est votre point de vue. Effectivement, il y a une autre stratégie qui est possible, même pour la France insoumise, je veux dire. Et si le leadership n'est pas absurde, c'est la plus grosse force pour l'instant d'une partie de la gauche, parce qu'il y a une autre gauche qui pour l'instant n'est pas audible. Mais pour cette gauche de la NUPES, c'est la France insoumise qui est la force majeure. Simplement, il y a un problème de on ne vous entend plus. Oui, une question de Benoît Perrin pour Jean Garrigue. Monsieur Garrigue, bonjour. La question est simple. Est-ce que vous pensez, comme moi pour le coup, que les résultats des élections sénatoriales ne présageant en rien des résultats de l'élection présidentielle prochaine? Oui, si je peux me permettre d'abonder et d'ajouter tout de suite ma question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là un bémol à apporter sur le fait que Jean-Luc Mélenchon ou François Ruffin, par exemple, trouvent un écho dans l'opinion en s'adressant directement aux citoyens sans passer par des relais comme les élus locaux, qui leur permettent de garder une forme d'hégémonie sur la gauche lors des élections nationales? Jean Garrigue. Je le pense tout à fait. Évidemment, l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous avec une personnalité, un charisme. La politique a besoin d'incarnation. C'est ce qui a fait le succès à un moment donné, en 2017, d'Emmanuel Macron. Et donc, il n'y a pas de raison que Jean-Luc Mélenchon perde cette capacité à rassembler, à réunir, être le candidat majeur de la gauche. Simplement, ce qui va se passer malgré tout, c'est qu'on va voir notamment aux élections européennes à quel point les programmes sont différents, à quel
européistes du côté des écolos, et même du côté des socialistes, et que c'est très différent du côté de la France insoumise, par exemple. Et donc, tous ces clivages-là vont faire logiquement à nouveau une dispersion de candidatures au moment de l'élection présidentielle. Et je suis pas du tout sûr que tout ça suffise à Jean-Luc Mélenchon, voire à François Ruffin, pour être au second tour de l'élection présidentielle. Donc, évidemment, les résultats seront loin d'être aussi catastrophiques qu'ils aux élections sénatoriales. Ce sont des élections très particulières qui s'appuient sur les notables locaux. Mais en revanche, de là à arriver à soit une gauche capable d'avoir 51% des voix au deuxième tour. Je veux dire, la gauche de François Mitterrand, c'était ça. Là, j'ai quand même des doutes. Jean Garrigue, une question. Le RN a eu 3 sénateurs. Dans le Nord, le Pas-de-Calais, qui sont ses points forts, mais un en Seine-et-Marne, où il n'avait pratiquement aucun élu. C'est pour contredire ce que disait François de Rugy, qui disait que quand on a des élus locaux, on gagne. Est-ce que c'est pas la preuve qu'aujourd'hui, même, alors c'est pas du tout péjoratif dans la bouche, même dans un scrutin de notables, le RN est capable de gagner ce que n'est pas capable de faire la France insoumise? Oui, parce que le Rassemblement national a entamé une stratégie de normalisation depuis des années, et donc on voit bien que ça lui a rendu possible de séduire un certain nombre d'élus locaux qui hésitaient avec la droite sociale, la droite populaire, donc il y a une possibilité effectivement, mais les communistes aussi, ils ont des sénateurs, ils arrivent à avoir des parce que dans cette actualité, ça c'est les élus territoriaux, ils ont la complexité de la radicalité, de l'outrance, et donc le Rassemblement national, en jouant cette carte d'une normalisation, a réussi dans un certain nombre de départements qui sont, pour des tas de raisons, qui s'estiment oubliés par le pouvoir central, qui ont plus de services publics, etc. Ben, il a réussi à faire une petite percée. Bon, ça reste 3 sénateurs. Philippe Bilger. Est-ce que, pardon d'aller toujours dans le futur, mais est-ce que ce qui peut être important pour LFI, ça n'est pas la constance des enquêtes d'opinion qui, à chaque fois qu'on imagine un second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, fait naturellement triompher celle-là. Et donc, est-ce que vous croyez que ces partis comme LFI, malgré le culte du chef, du conducateur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont sensibles à ces prévisions, Jean? Non, ce qui est... Le LFI, comme on disait à l'époque, c'est l'idiot utile du Rassemblement national. Ça me paraît une certitude. Alors, il y a beaucoup d'explications pour montrer pourquoi le Rassemblement national s'est installé dans notre vie publique. Mais enfin, c'est vrai que si vous opposez la radicalité de la France insoumise à la stratégie habile qui était celle de Marine Le Pen depuis quelques années, on voit bien ce qui est en train de se passer. Et réciproquement, je veux dire que ce qui fait aussi de Jean-Luc Mélenchon. Oui, on a un petit problème de son. C'était le moment où il allait m'approuver. C'est dommage. On va vous rappeler de suite. Benoît Perrin. Alors, ce qui me frappe, c'est le décalage qu'il y a entre le Sénat et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, on a beaucoup d'élus LFI et beaucoup d'élus Rassemblement national. Et au Sénat, beaucoup d'élus majorité présidentielle. Et beaucoup majorité, exactement. Et Sénat, c'est exactement l'inverse. Majorité présidentielle, je crois qu'ils sont une vingtaine au Sénat. Rassemblement national, ils ont 3 élus alors qu'ils en ont 89 à l'Assemblée. LFI en a plusieurs dizaines à l'Assemblée, il y en a 0 au Sénat. On a vraiment l'impression qu'il y a une opposition entre le vote direct que représente l'Assemblée nationale et puis le vote en quelque sorte un peu des territoires, dont on sait que la ruralité est quand même surreprésentée, et ce qui permet peut-être d'apporter un peu de sagesse au débat pour le coup. Mais c'est amusant de voir que ce bicamérisme est vraiment représentatif presque de 2 France. Ouais. Ah oui, c'est intéressant. François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale d'ailleurs. Oui, et qui a toujours défendu le bicamérisme et le fait qu'il y ait 2 chambres.
Ça montre d'ailleurs plutôt, je trouve, l'utilité d'avoir 2 assemblées en France. Absolument. Une élue au suffrage universel direct, ou par exemple les partis populistes, on peut dire, ou ceux qui ont peu d'élus locaux sont capables d'avoir un poids, et le Sénat où c'est différent. Mais je voudrais quand même pousser ce qui a été dit juste avant, à la fois par Philippe Bilger et Jean Garrigue. Je crois qu'il faut se méfier quand même de l'illusion des élections locales par rapport aux élections nationales. Parce que aux élections locales, souvenez-vous, les dernières municipales, départementales, régionales, en gros, les partis traditionnels, le PS, les Républicains, des partis centristes locaux, les Verts aussi, ont fait de bons résultats et ont gagné beaucoup de mairies, de présidents de région, etc. Et en revanche, ils ont perdu un an après l'élection présidentielle et les élections législatives. Et une autre illusion qui va avec, c'est de croire que parce qu'on est à la tête d'une grande collectivité locale, souvenez-vous, la mairie de Paris pour Anne Hidalgo, la région Île-de-France, première région de France, 13 millions d'habitants pour Valérie Pécresse, que ça vous met sur une rampe de lancement pour une grande fonction nationale. J'entends Laurent Wauquiez qui est en train de faire un peu la même erreur à mon avis, et ça je crois que les Français sont assez clairvoyants. Il y a une grande différence entre les élections locales, les responsabilités locales et les responsabilités nationales. La preuve, c'est que le maire de Lourdes-Sichère, Jean Lassalle, a fait le double de voix d'Anne Hidalgo. Pourtant, si on regarde la population de Lourdes-Sichère et de Paris, c'est pas tout à fait la même chose. Lui, c'est un cas particulier. Et ne lançons pas le débat sur la crédibilité présidentielle du bonhomme. De toute façon, je ne comprends pas toujours ce qu'il dit. Moi non plus. Et on ne comprend pas non plus ce qu'il chante. Mais il est extrêmement sympathique pareil. Non, attention, c'est pas du basque, c'est du Bernet. Je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui aimeraient avoir sa popularité. Je peux vous assurer qu'il est très populaire. Bon, merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous.